L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 13, Henri Elal, fondateur et directeur des entretiens de l'INSEP, seconde partie. Quand Jackie Delaché, qui entraîne avec Irène Guidotti la première équipe de basketteuses cadettes qui rentre ici, elle me dit, Henri, d'abord, on les teste. Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, elles sont pas très athlétiques, elles sont pas très athlétiques, il faut leur donner un peu de... Et puis il me dit, bon, d'accord, on va faire ça, on va courir. Et puis, tu sais, elles sont pas bien fortes, il faut qu'elles prennent un peu de tonus quand même dans les jambes, dans les bras. Et ben il me dit, oui, on fait de la musculation. Et ben il me dit, mais moi je sais pas faire de musculation. Je sais pas. Est-ce que tu veux leur faire la musculation? Et donc je me transformais en un préparateur physique de cette équipe-là. Alors là, j'ai pris des baffes extraordinaires parce que j'ai mis quelques kilos, des barres de 20 kilos, de 18 kilos sur les épaules de ces filles qui étaient grandes, pas gainées, inathlétiques. Dès qu'elles descendaient sur leurs jambes, c'était comme des guimauves, là. Alors, voilà, on a vite arrêté la musculation classique. Il fallait trouver d'autres manières de faire. Donc, du coup, même moi, ça a modifié tout de suite comment on démarre la muscu chez des gens qui n'en ont jamais fait. Je l'ai vécu sur place. Ou bien un entraîneur de gym qui, parce que pour imiter les Chinois ou les Roumains, voulait faire à des gamines qui avaient 6, 7, 8 ans, qui venaient ici, 10 ans, et qui prétendaient le matin, à 8 heures du matin, avant le petit déjeuner, leur faire un grand footing avec 3 fois un tour en courant à fond et en se reposant, un tour en marchant, quoi. Puis, mais c'est quoi ça? Il me dit, ouais, mais les Chinois ils font ça, d'accord, mais bon, c'est quoi? Ça ressemble à... Tu veux faire quoi, là? C'est pour faire quoi? On en parle de ça. Donc, à la fois, il fallait savoir dire non, proposer, expliquer, avancer, être personne ressource. Quelquefois, j'ai aidé des gens simplement en leur procurant des bars. En mettant dans leur salle, on a été acheter des bars chez un copain, des petites bars qu'on a mis dans le coin de la salle, ça leur suffisait. Oui, tu vois la gamme d'interventions qu'il y avait là-dedans. Et j'étais tout seul. Et Bobin ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Parce qu'il avait peur. Il faut dire qu'à cette époque-là, c'était le moment de la réunification INS-NCEP, parce que tu connais cette histoire, INS-NCEP, où l'INS était réputé comme étant des mecs qui savent entraîner, quoi, machin, pas des pédagogues, quoi, des mecs qui font du sport, quoi. Et puis l'INSEP, École normale supérieure d'éducation physique, des chercheurs, des pédagogues, des sociologues, des gens qui connaissaient la motricité, comme si les autres ne la connaissaient pas, etc. Donc, et ils ne voulaient pas que les profs de l'INSEP influencent trop les profs, l'entraînement. Donc, j'étais le seul professeur à intervenir avec les athlètes de haut niveau. Ce qui n'empêchait pas que les entraîneurs de haut niveau, c'était tous des profs. C'était des bons, quoi. Voilà.
Et donc, voilà un moment crucial qui a vraiment déclenché une connaissance très approfondie de la pratique de haut niveau. Non pas parce que j'ai étudié ça, mais parce que je l'ai vécu avec les gens. Un jour, je sais pas, je donne un exemple. Un jour, on est à l'entraînement avec Maurice Ouvion, je vois une séance de perche formidable. Maurice me dit, moi je vois, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Oh, comme ça. Je dis, purée, son fils, hein, Philippe Ouvion, était là. Oh, je dis, purée, il a la pêche, Philippe. Ah, il a dit, il est très bien. Il peut battre le record du monde. Là. Et je le vois courir. Et il me dit, écoute, va lui proposer un pari. Maurice marchait beaucoup au pari. Alors je vais voir Philippe, j'étais à côté, je dis, Philippe. Alors, pendant ce temps, Maurice, il monte là-bas, il la met à 5,75, le record du monde était à 5,75 à l'époque. Je dis, c'est pas rien qu'à fait que tu passes pas cette barre-là. Et Philippe Ouvion, qui avait fini sa séance, qui avait une pêche. On le voyait, tonique, grand, il pliait des mâts. Pam, 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 pam. Il bat le record du monde. D'ailleurs, quelques jours après, il l'a battu à Charletti. J'avais vu ça, mais moi je ne savais pas qu'il pouvait battre le record du monde, mais j'avais vu comme ça qu'il était super bien. Donc j'ai acquis comme ça cette perception de coach là, un peu partout. Ce qui fait que maintenant, quand je vois un match de rugby, sans être rugbyman, je sais très bien comment ça va se passer, ou ça marche pas. Hein. Voilà. Une connaissance indescriptible, une connaissance pratique de la pratique de l'entraînement avec une bonne perception visuelle des choses, une bonne capacité de mise en relation des choses. Alors, les 3/4 du temps, c'est faux, mais de temps en temps, ça tombe juste. Et c'est ça qui fait la qualité de l'entraîneur. C'est ça qui fait la substantifique moelle de la profession d'entraîneur. C'est-à-dire, quand tu es à l'entraînement et que ça marche pas bien comme tu veux, il faut sur l'instant regarder tout, compenser, réfléchir, recombiner, être un fin tacticien, hein, pour dire oh là on va recommencer, on va travailler comme ça. Et en retravaillant comme ça, tu t'aperçois que elles le font bien, c'est pas ça, etc. Et cette capacité à sans arrêt t'adapter à ce que tu vois. Joseph Maigret avait une technique extraordinaire. Allez, il disait, allez, on va faire 12 fois 100 mètres. 3 séries de 4 fois 100 mètres. 3 séries, 3 fois 4 fois 100 mètres, pause temps, et voilà. Et au bout du 3e 100 mètres, il tournait le dos. Il ne regardait pas le gars. Il regardait le premier, le deuxième, il prenait le temps de passer. Puis le 3e 100, hop, il se tournait. Le gars passait devant lui. Combien? Ça, non, c'est pas important. Allez, fais 2 tours de pause là. Hein? Tu te reposes un peu plus et puis on fera le dernier. Et le gars en avait fait 3. Il disait, allez, tu te reposes un peu plus. Et je lui dis, mais pourquoi vous faites ça? Il me dit, mais écoute comment il court. Tu l'entends taper par terre. Il a plus de pied. Il réagit pas. Il court en dessous de la piste. Et tu regardes le gars, effectivement. Tu vois? Et donc, hop, il mettait un peu plus de pause. Et il lui annonçait qu'il allait en faire encore un, parce qu'il était fatigué. Et puis en réalité, le type, il en faisait se reposer un peu plus, et la 2e série était meilleure.
Alors on fait la dernière série et on s'est aperçu que on pouvait faire beaucoup plus. Parce que le jour, à chaque entraînement, l'athlète doit avoir la totalité de la dose qu'il peut supporter ce jour-là. Quelquefois, il est parti pour faire 6 fois 500 mètres. Au bout du 3e, il faut rentrer. Quelquefois, il est parti pour faire 3 fois 500 mètres. Au bout du 6e, on continue. Et on en fait 12, et on en fait 13. Parce que il faut regarder, comprendre, interpréter sans arrêt les facteurs pour sans arrêt modifier ce qui était prévu, pour arriver à ce que. Et ça ne s'acquiert que par la pratique. Et l'entraînement suivi avec tous les entraîneurs, l'aide qu'ils m'ont demandé, que ce soit en parlant ou en étant à côté d'eux, etc., a contribué, fortement contribué à cette formation-là. Contribué à me donner ces compétences que je n'avais pas. D'ailleurs, je viens de voir ce matin, je ne sais pas s'il faut le mettre dans le cours de la narration. Ce matin, je lis quelque chose dans l'agence, la newsletter de l'Agence nationale du sport. Et dans l'Agence nationale du sport, maintenant, ils se gargarisent du projet formation des coachs. C'est-à-dire qu'ils prennent des coachs, ils les mettent ensemble, ils échangent, ils se voient, il y a une formation là. C'est quoi ? C'est simplement ça. C'est simplement de la transversalité. Les gens parlent, s'échangent, sont ensemble. Claude Fauquet a fait comme ça quand il a pris l'équipe de France de natation en 95. Il a emmené tout son monde, tous les entraîneurs qui étaient mauvais, puisqu'il avait en 96, il y avait un finaliste en natation à Atlanta, un seul. Il a pris tous les entraîneurs en leur disant « Je vous prends tous, vous êtes tous bons, mais on va aller ensemble cet hiver, on va faire plusieurs stages à Font-Romeu. » Et à Font-Romeu, il les a obligés à réfléchir ensemble, entraîner ensemble, parler ensemble, échanger ensemble. Les gars étaient sur le bord de la piscine et pouvaient dire « Attends, celui-là, regarde. » Et donc il a créé de la transversalité de chacun. Et l'équipe de France, en 96, 97, je crois, 98, elle a été à Séville et elle a fait des médailles d'or. Et ça a été une période ça a été l'aboutissement. Pour moi, ça a été l'aboutissement d'un parcours. Il ne me restait plus qu'à mettre en place. J'avais idée de mettre en place comment faire pour que ces choses-là se transmettent. On l'a dit tout à l'heure, en 1987, tu cesses d'entraîner. Alors, Henri, par quel enchaînement de circonstances as-tu pu te consacrer finalement à la transmission de savoir, à travers notamment la création des entretiens de l'INSEP, qui date, sauf erreur, de 1991 ? Alors en 87, donc, j'arrête d'entraîner, je quitte le département de haut niveau, je rejoins le département de la formation. C'est une période pas très agréable. Peu importe, mais là au moins m'a permis en tout cas de m'investir dans une autre activité qui était celle d'être le rédacteur en chef de Sciences et Motricité, une revue scientifique mise en place avec la CAPS et que l'INSEP et que le département de l'information à l'INSEP mettait en place.
Donc c'était très intéressant, j'avais affaire à des scientifiques, j'apprenais là un autre métier. Et puis, pendant ce temps-là, je réfléchissais à la manière dont on pouvait optimiser tout ce que j'avais appris à l'INSEP et à le rendre. Et finalement, premièrement, il avait fallu que je trouve des choses qu'on ne m'avait pas apprises et que je devais faire, donc il fallait inventer. Donc j'avais des manques. Deuxièmement, j'ai appris de la recherche, de mes collègues, du travail que j'ai fait. J'ai appris beaucoup de choses sur l'entraînement, la pédagogie, etc. Troisièmement, l'INSEP n'avait pas de théorie, ne dispensait pas un savoir particulier, elle dispensait un peu de physiologie, un peu de ceci, un peu de cela. Mais dans le domaine de l'entraînement, il n'y avait rien. C'était les stages des fédérations, chaque fédération faisait ses stages. Et en même temps, me remonter mon expérience de jeune à l'époque, avec des entraîneurs qui échangeaient, cette fameuse référence à la République des sports, où il fallait de la communication, où il fallait que les choses ruissellent, il fallait échanger, il fallait partager, parler que les techniciens parlent de ce qu'ils font, même mal, mais qu'ils en parlent. Et pendant tout ce temps-là, j'ai conçu, je me suis dit, finalement, comment on peut faire ça ici? On n'a pas d'argent. Ben on peut faire 7, 8, 9 conférences, 10 conférences dans l'année, une conférence par mois, avec un grand patron, un grand chef, un expert, dans le domaine de la sociologie, de la physiologie, de l'entraînement, de ce qu'on veut. Et puis l'après-midi, on consacre à des débats, on fait venir d'autres personnes pour avoir des regards croisés avec d'autres personnes, pas du même domaine forcément, pour qu'ils échangent entre eux et que ces gens, avec participation des participants qui voudraient bien venir. Et puis voilà, c'était pas mal. Et puis je me suis dit, ce serait bien, enfin quand même, il y a quand même des domaines un peu compliqué, quoi. Si on fait un truc sur la sociologie, ça va. Si on fait un truc sur le VO2 max, ça va. On va pas passer 8 jours. Mais si on fait quelque chose sur l'entraînement de haut niveau dans une discipline, il faut qu'on invite des gens. Puis il faut du temps. On ne peut pas le faire en une demi-journée. Donc on peut ajouter des petits colloques. Des trucs de 2 jours. Colloque, et j'ai fabriqué comme ça, à l'époque où j'étais en bisbille avec mon truc, j'ai fabriqué en 91, au moment où je demandais à mon chef, à mon directeur de me faire une lettre de mission qu'il ne m'a jamais fait, en 90, pendant toute l'année 90, j'ai préparé une session complète des entretiens d'élèves sans en rien dire à personne. Sans en référer à personne. Avec mes copains entraîneurs, que j'appelle un tel, il me dit oui, tiens, il y a tu connais Jean-Pierre Heger? Oui, je connais. Tu connais toi Jean-Pierre Heger? Jean-Pierre Heger, c'est fameux entraîneur de la force, etc. Oui, écoute, tu me donnes son numéro de tête, tu l'appelles, tu lui dis que je vais l'appeler s'il veut bien. Le lendemain, j'ai le numéro de Jean-Pierre Heger en Suisse. J'appelle Jean-Pierre, je dis voilà, Jean-Pierre, il y a ça, etc. Est-ce que tu veux prendre la conférence inaugurale des trucs, d'une série de conférences qu'on va faire à l'INSEP, etc. Il me dit ah ouais, pas de problème. Puis tu sais, j'ai pas de quoi payer, puisque c'est un projet que je forme, je ne sais pas si j'aurai l'argent. Il me dit t'inquiète pas. Tu me payes le voyage, machin, et puis l'hébergement, ça ira, je ne vais pas te demander d'argent. Et Jean-Pierre Heger, et puis tel physiologiste, et la cour, et un tel, et on a commencé comme ça
à faire un bidule, et puis j'ai fait un ou deux colloques. Et alors le colloque, c'était tout de suite avec le DTN. Le colloque était un peu consacré à un sport. C'était plus facile. Colloque sur la sociologie, je ne connaissais pas grand-chose. Un colloque sur l'entraînement de cyclisme, ça va. Un colloque sur l'entraînement de natation, on prend le DTN de natation, le DTN du cyclisme, j'étais allé voir, je dis quels sont les 4-5 entraîneurs que tu veux voir, les 4-5 entraîneurs de très haut niveau dans ton sport que je peux faire venir à Paris. On fait un colloque, on parle d'un entraînement, etc. Et les mecs, ils me donnaient leurs trucs, leur adresse, que j'ai appelé, bidule. Et en l'espace de quelques mois, de 2-3 mois, j'ai monté une année complète. Pas d'argent. Alors j'ai été voir mes copains de la Française des Jeux. Pourquoi je dis mes copains de la Française des Jeux? Parce que je participais bénévolement avec leur fondation à un grand programme qu'ils avaient mis en place de la lutte contre le dopage. Ils ont appelé ça la règle du jeu. Où il y avait des tas de... Ils distribuaient à peu près 200 millions de francs à l'époque à des structures qui mettaient en place dans les clubs des programmes ou des activités de lutte contre le dopage. Donc, je travaillais avec eux bénévolement pour les dossiers qui arrivaient, on en sélectionnait quelques-uns, on faisait la réunion... Bref, j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans avec eux. Gratuitement. Et quand j'ai été les voir, je dis voilà, j'ai une idée, là, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, le gars me dit impeccable, on va tout dire, oui, c'est bien ça, c'est entretien d'INSEP, nous on peut mettre un peu d'argent là-dessus. Bon, puis j'ai été voir Jean-Pierre Bouchou, j'ai été voir mon copain Lionel Lacaze, que j'avais eu quand j'enseignais au professorat de sport. Je dis, voilà Lionel, voilà ce que je vais... Oh, il était au ministère des Sports, au bureau de la formation. Il me dit, c'est de Laurent Barre, ça. Waouh! Il me dit, on va voir Bouchou, qui était son chef de service, Jean-Pierre Bouchou. Connais Jean-Pierre Bouchou, inspecteur général de des Sports, qui voit ça. Oh, Laurent Barre. Et ils me mettent, je ne sais pas combien, 10 000, je ne sais pas combien d'argent, à la direction régionale. Parce que l'INSEP ne voulait pas mettre un rond là-dessus. Alors, direction régionale pour payer les vacations, les voyages des mecs, 1 ou 2 vacations, enfin bon. Donc j'avais un budget de 50 000 francs. C'est pas beaucoup. Pour 10... Et voilà. Et quelques jours avant, au mois de décembre, évidemment, on me demande des comptes sur le projet d'entretien de l'INSEP. Le projet. Je m'en doutais bien. Et donc, en quelques jours, je leur ai sorti le projet. Oui, mais on n'a pas d'argent pour ça. Je n'ai pas besoin d'argent. Comment on fait la publicité? Il n'y avait pas d'internet ni rien. Ben, j'ai dit, on va envoyer ça par courrier. Ah oui, mais enfin, c'est des sommes qui ne sont pas prévues dans le budget. Je n'ai pas besoin d'argent. En réalité, j'avais un copain, j'avais un bon copain à la poste de Vincennes, un athlète qui, lui, qui était à l'enregistrement des machins, et quand je lui apportais 300, 400 ou 500 enveloppes, elles partaient gratuitement, etc., partout. Et les entretiens sont arrivés, le 3 ou 4 janvier 91, Jean-Pierre Heger, de la force générale à la force spécifique. C'était le thème. Et dans la salle, l'amphicé, tu vois l'amphicé, qui contient 190 personnes maintenant, il y avait plus de 200 personnes. Et je peux te dire que les sièges étaient à moitié cassés, les mecs ils s'entassaient de partout. Et les entretiens d'INSEP, tous les mois,
il y avait un truc. J'enregistrais tout et je réécrivais tout avec un dictaphone. Excellent exercice. Et derrière ça, on publiait les cahiers de l'INSEP. C'était une véritable université sportive populaire. C'est-à-dire université populaire, c'est-à-dire la connaissance de l'entraînement de haut niveau était donnée par les meilleurs experts à la disposition de tout le monde pour un prix dérisoire, voire la gratuité complète, parce que les conférences étaient toutes gratuites. Et c'est parti comme ça. Et je faisais tout en même temps. C'était tellement, c'était tellement excitant, tellement formidable. Truc, à la fois, je préparais pendant toute l'année le programme que je devais donner au ministère des Sports au mois de mai, mais en même temps, je préparais la conférence, le contenu de la conférence de la première, et pendant que la première était à peu près faite, je préparais le contenu de la deuxième et de la troisième, et au fur et à mesure, je faisais tout en même temps. Tu vois un peu c'est pas très difficile, hein, comme c'est un truc de passion, tu vois, une fois que... Pas très difficile, tu savais, et je prenais jamais de notes. Jamais. J'avais pas un carnet où je prenais des notes, jamais. Je travaillais beaucoup, beaucoup dans ma voiture. C'est-à-dire je travaillais beaucoup en roulant. C'est-à-dire que quand je partais de chez moi et je venais, ah ouais, il y a ça à faire, il faut que je voie un tel, d'accord. Ah ouais, mais la semaine prochaine, il y a l'entraînement. Ah ouais, il y a le colloque de natation. Ah, le colloque, il faut que je voie Claude Fauquet, il faut que j'appelle Claude Fauquet, il faut que j'appelle Claude, tu veux, oui. Alors, l'après-midi, on se voyait, le lendemain, on se mangeait ensemble. Et pendant qu'on faisait l'architecture du 4e colloque, j'appelais, enfin bref, tu vois, c'était un truc assez extraordinaire. Alors évidemment, il a fallu convaincre beaucoup de mes collègues parce que j'étais devenu quasiment un électron libre. Parce qu'à partir du moment où... C'est-à-dire que quand... On m'a jamais envoyé de lettre de mission pour faire ça. Sauf que le département de la formation, simplement un jour, m'a écrit « Je vous prie de bien vouloir étudier la mise en place des entretiens de l'INSEP, etc. » Mais, comme j'avais expliqué ça à tous mes collègues à l'INSEP, tous mes copains, je leur ai dit, non, ne croyez pas que je vais vous commander, voilà ce qui va se passer, il faudrait faire ça. Alors, tout le monde adhérait à ça. Hein, et donc, ça s'est répandu, ça s'est fait. Chaque fois que je demandais quelque chose à un prof ici ou à un tout, ça marchait bien. Il savait que je ne lui marcherais pas dessus, comme avec les entraîneurs, que j'allais pas tirer la couverture à moi. Et donc, on a eu comme ça 10 à 12, plus de 12 rendez-vous annuels, toujours pleins. Ça s'est répandu. Alors, je les ai appelés des entretiens de l'INSEP parce que j'avais assisté aux entretiens de Bichat avec un de mes copains Toubib qui m'avait emmené un jour voir. Mais ça n'avait rien à voir avec les entretiens de Bichat. L'entretien de Bichat, ce sont des séminaires sur trucs, la physio, le machin, etc. Où pendant une semaine, il y a 50 amphis où ça travaille. Là, non, c'était autrement. Voilà les entretiens de l'INSEP, comment ça s'est noué, comment ça s'est fait. Quelquefois même, par exemple, quelqu'un m'a demandé de faire un truc. On m'a dit, mais les sports de combat, tu fais rien sur les sports de combat. Je ne sais pas. Il faut faire quelque chose sur les sports de combat. Je n'y connaissais rien. J'ai appelé Albertini. Albertini qui était ici. Je dis, Albert, on fait ça. Il était DTN ou président de la Fédération française de tennis de table.
Il était un grand judoka. Il avait sa carrière ici. Et comme le judo ne voulait pas de lui parce qu'ils avaient peur, il est devenu DTN du tennis de table et président de... Et DTN, j'ai dit, Albert, il faut que tu mets... En 3 coups de cuir à peau, il a réuni tous les DTN. Moi, je ne pouvais pas. Lui, comme combattant, judoka, il a réuni tous les DTN des sports de combat. Hop, on a fait une bouffe, on s'est dit, on fait comme ça, comme ça. En l'espace de 3 jours, on a mis au point un colloque. Tu vois ? Donc, c'est cette proximité et cette manière de faire, ça ne passait jamais par des validations. Jamais, jamais, jamais. Jamais je n'ai demandé à un chef de département s'il était d'accord pour que je fasse ça. S'il était d'accord pour que je fasse le colloque sur le foot ou sur le machin. Jamais. Les chefs de département sont inopérants. Si on prend le système classique qui est, tu es dans une structure, tu demandes à ton chef de département, à ta hiérarchie, si tu peux faire ça, et puis la hiérarchie se couvre en ouvrant un parapluie, en disant bon, on n'a pas l'argent pour ça, on va demander à que ce soit validé par le patron, ça monte, le temps que ça monte, ça descend, c'est terminé. Je n'ai donc jamais, jamais, jamais accepté de passer par toutes ces hiérarchies. Je leur disais, c'est pas compliqué. Un entretien d'INSEP, c'est une compète. Vous voulez m'évaluer ? On fait la compète. Ça se passe tel jour à telle heure, ça finit à telle heure, on regarde combien il y a de personnes qui viennent, les contenus, s'il y a mémoire d'entraîneur, combien on a dépensé, combien on a gagné, Voilà, c'est tout. La compète est finie. Je peux gagner truc, je peux gagner ou je peux perdre. Donc je n'ai pas à vous demander de valider ma demande. Vous l'avez, ma demande, en début de saison. Le programme, il est fait. Vous l'avez en réunion. Il est argumenté, parce que le programme prévisionnel, c'est le titre, le truc, les personnes qui allaient venir, et puis, c'est le petit synopsis de 3, 4 ou 5 phrases qui cible bien. C'était la chose la plus compliquée pour moi à faire. C'est les 4 lignes qui ciblent bien, etc. Mais si vous l'avez, ça passe en conseil d'administration. Vous pouvez me dire que ça ne marche pas. Vous acceptez, personne ne m'a rien dit, donc c'est bon. Donc je ne vais pas revenir tous les jours en conseil d'administration pour vous demander si je peux inviter Pierre, Paul ou Jacques. C'est pas votre boulot, c'est le mien. Ça plaisait pas. Ça plaisait pas, évidemment. Non, les entraîneurs, ça leur plaisait, mes copains, ça leur plaisait. Alors évidemment, ça a bien marché. Là où j'ai, à mon avis, parfaitement merdé, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, j'ai été un très mauvais sélectionneur, pour finir, parce que j'ai mis à côté de moi un gars pour me remplacer, parce que je savais que j'allais partir, et un type remarquable, qui parlait plusieurs langues, avec lesquels j'ai fait... Quand même, on a fait un entretien de l'INSEP, le premier congrès mondial de triathlon, où dans la salle du tennis de table, tu sais, l'ancienne salle de tennis de table, il y avait 600 personnes, ça a coûté que dalle, parce que tous ceux qui venaient là, les entraîneurs, le congrès mondial, etc., on avait négocié un truc avec les avions, parce qu'il y avait le triathlon de Nice. Le triathlon de Nice était le premier grand triathlon. Et donc, on a fait ça 5 jours avant le triathlon de Nice. Donc, les gars qui prenaient leur truc, hop, on avait négocié, ils pouvaient avec une escale à Paris. 600 personnes. Formidable. Et ce garçon-là était parti pour faire un malheur. Mais quand il a pris la suite, il a fait différemment. Il a un peu orienté vers l'écologie, vers un truc. Et les entretiens de l'INSEP ont un peu
périclité et ont disparu. Ils ont disparu. Et c'est dommage, non pas pour moi je les ai faits, donc, mais c'est dommage pour l'établissement. Voilà le truc, et je regrette beaucoup, beaucoup, parce que c'était pour moi vraiment une bonne solution à une université populaire sportive. Et la seule chose qui est intéressante, c'est que ça a été un peu repris, ces colloques, ces conférences localement, pour faire des choses locales, ou probablement ils ont fait la même chose, ou mieux, et à une échelle aussi bien, quoi, tu vois. Et c'était le but. C'était le but, pour que ça fasse... Et avec ça, j'ai terminé mon truc de entraînement, transmission, analyse, organisation et transmission de la connaissance et partage. Sauf que j'ai pas laissé d'héritage. Tout ce qui est planification d'entraînement, etc., c'est sorti simplement de la lecture, de la lecture d'un document affreusement mal traduit du russe, affreusement mal traduit, parce que les traducteurs, il faut traduire et modifier, quoi, et donner les noms aux choses, hein, et qui s'appelle Les bases physiologiques et théoriques de la pratique et de l'entraînement sportif de Yananis, Yakovlev et Korobkov, et où on découvrait dans ce document des manips scientifiques très discutables, des manips scientifiques qui nous laissaient comprendre ce qu'était la surcompensation dont on parlait. Là, comme ça, une madame, je ne sais pas qui, Tchakovets, elle avait trucidé, elle avait étudié, en faisant des biopsies, le taux de déperdition de la créatine phosphate chez des rats soumis à différents machins. Donc, tu sélectionnes des milliers de rats génétiquement les mêmes, t'en prends 4, etc. Et on s'aperçoit que les taux de créatine phosphate, d'ATP, de glycogène et de lipides suivaient une courbe de se déprécier avec l'effort, et puis avait des dynamiques de récupération qui, à un moment donné, passaient au-dessus du truc initial. Et l'auteur a appelé ça supercompensation. Personne... Et que quand on répétait ce système-là, ce moment de surcompensation était extrêmement labile. Il changeait, il diminuait, on était mieux, enfin on avait plus de... Et puis après ça redescendait, ça remontait, c'était un peu... Et puis plus on répétait la manip, et plus le temps de surcompensation était... Et plus il restait stable et long. Tu vois ? Alors, quand tu dis ça à des entraîneurs en discutant, on lui dit « Ah oui, mais moi c'est pareil, moi quand j'ai une grande compétition, la dernière séance très dure, je l'ai fait le mercredi pour le dimanche. Parce que je sais que quand je fais une séance très dure le mercredi, jeudi ils sont pas bien, vendredi ils sont nazes, samedi ça vient, et dimanche ils pètent des flammes. » Et comme ça, on a vu plein de trucs où des trucs scientifiques, dans ce qui était écrit, rejoignaient des connaissances basiques que les entraîneurs avaient mis sur le terrain. Ils avaient bien vu que s'ils faisaient un marathon la veille du marathon de Paris, ils ne gagnaient pas de marathon, quoi. Mais que s'ils faisaient 40 jours, 50 jours avant un marathon, c'est pas mal. Hein. Et voilà.
Et donc, ce travail-là, et avec une petite figurine où on voyait comment s'organiser la quantité de travail par rapport à l'intensité de travail, etc. Des machins qui avaient été écrits en 52-53 et qui montraient que ce qui comptait, c'était pas la séance que tu faisais, ce qu'on comptait, c'est l'enchaînement des 3, 4 ou 5 ou 6 séances. Ce qu'on a appelé le microcycle. C'est-à-dire qu'il y avait ce qui comptait, c'était pas ce que tu faisais dans une séance, ni dans l'autre, ni dans la suivante, mais comment ces enchaînements de séances produisaient l'effet complexe. Donc c'était pas la peine d'entraîner en fabriquant des séances, il fallait entraîner en fabriquant des petits groupes de séances. Enfin, tu vois, trucs comme ça, et ainsi de suite. On a fait, avec Cazorla, on a fait les premières consommations d'oxygène, lui dans l'eau, et moi à l'extérieur, avec des sacs de Douglas derrière, avec le docteur Van de Waal, qui est mort maintenant. Donc c'est une période, en réalité, j'ai vécu dans une période d'épanouissement de la connaissance, où c'est sorti, et on a été peut-être un certain nombre en France à s'en emparer et à le faire bouger, quoi. Alors justement, maintenant, aujourd'hui, que le sport de haut niveau est extrêmement rationalisé, Ouais. est-ce que tu penses que c'est trop, qu'on a perdu quelque chose en route ? Évidemment, parce que suivant le principe du balancier, quoi, à un moment donné, le truc se balance, et puis il prend un peu d'importance, il prend de l'amplitude, il va vers le mieux, puis à un moment donné, il va trop loin, quoi, il bute sur quelque chose. Par exemple, maintenant, la multiplication, l'hyper-multiplication du recueil des données, ce qu'on appelle les data, qui fait que tu sais à combien tu cours, à quelle vitesse tu cours, combien de ballons t'as pris à droite, combien de ballons t'as pris à gauche, etc. Fait que, ou bien tu t'en fous, ou bien tu les prends et tu les traites. Et plus tu les traites, et plus tu perds le sens des réalités. Plus tu les traites, plus tu perds le sens des réalités. Non pas que tu t'en fous, mais tu ne vois plus l'essentiel sur le terrain. Or, l'entraîneur, sa qualité essentielle, c'est son œil. Son œil. Claude Fauquet disait, moi, j'adore Lucas. Lucas, l'entraîneur de natation. J'adore ce mec-là. Il me fait chier. Il m'emmerde. Il est casse-pied. Il est impossible. Et là, mais ce type-là, c'est un Sioux. Il me dit, il faut le voir. Au moment des grandes compétitions, lui qui a des chronos plein la main. Allez, tu me fais 3 fois 32 secondes, ça sort tout seul. Il faut le voir sur un terrain, au bord de la piscine, dans les grandes compètes. Il n'a pas de chrono à la main. Il regarde. Il regarde, celui-là. Et c'est cette capacité de voir que l'on perd avec l'aspect scientifique ou l'aspect technologique. Et l'idée que la science va nous apporter des solutions. La science n'apporte aucune solution. La science explique des phénomènes, dit comment ça se passe, dit comment la mitochondrie est l'usine à oxygène de l'organisme, et comment les mitochondries, sous l'effet d'un entraînement d'endurance, on s'aperçoit que les mitochondries se sont multipliées, ont grossi, enfin bref, etc. Mais elle ne dit pas, pour avoir ces mitochondries-là, vous devez faire 3 fois 500, 8 fois 2000 et 3500. Et l'erreur, c'est de croire
que l'entraînement est devenu scientifique, qu'il suffit de faire un plan d'entraînement. Parce que maintenant, on fait des plans d'entraînement à tout va. On voit sur le bord sur le poteau électrique d'un feu rouge, coach sportif, plan d'entraînement, 06, et on a le numéro de téléphone. C'est-à-dire que c'est un plan d'entraînement. Alors quand on donne un plan d'entraînement, des grandes directions de travail à des champions, ils savent parfaitement s'adapter. Parfaitement, ils s'adaptent, ils vont plus vite, moins vite, ils enlèvent un peu, ils remettent un peu. Aujourd'hui, mais il y a... Et on ne fait pas suffisamment de recherche ou d'analyse entre le travail prévu et le travail réellement fait. Donc, actuellement, les choses changent. Elles prennent des directions qui sont des directions butoirs, qui vont dans le mur. On s'excite sur Mbappé qui ne va pas dans son truc, avec l'autre qui veut faire son cacou et qui veut montrer qu'il nous raconte des histoires à dormir debout. Il ne sait pas s'il va être là l'année prochaine, personne ne lui a dit qui va recruter, qui va être recruté, qui va partir, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de trucs, machin, là, et il nous raconte il enlève Mbappé parce qu'il faut s'habituer à jouer sans Mbappé. Enfin, bref, les mecs, ils perdent le sens des réalités. Ils perdent le sens des réalités. Et on a des entraîneurs inconnus qui un jour prennent Lyon qui est en déperdition, qui est en train de mourir, un jeune entraîneur, et refont gagner Lyon. Ou des gens qui sont vieux et qui prennent l'OM, qui est en décrépitude absolue, et il leur dit des choses simples, les gars, on se bouge le cul, on est solidaires, si le machin... Allez, vous savez jouer. Pas moi qui vais vous apprendre à jouer. Vous savez jouer. Jouez. Amusez-vous. Faites-vous des passes. Combinez entre vous. Vous êtes des bons. Moi, je vous fais confiance. Espèce de... Hein? Comme Costantini qui après son premier titre de champion du monde, avait beaucoup d'ennuis avec ses équipes. Parce que c'était truc. Et qui un jour a compris et est arrivé en stage terminal. Un stage, il avait, je sais pas, 2 mois de stage. Et au lieu de s'asseoir au tableau, devant son équipe, comme on fait d'habitude, ben, il a pris sa chaise et il s'est assis au milieu des mecs. Il leur a dit, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Comment, coach, qu'est-ce qu'on fait? C'est toi, coach, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez gagner ou vous voulez pas gagner? Un peu, voilà. Moi, j'ai été appelé un jour, après que j'ai fini d'entraîner l'aviron, parce que j'entraînais le club d'aviron pendant 10 ans, où j'ai eu 25 titres de champion de France, puisque je voulais voir, moi, si, après l'entraînement national, où j'avais les meilleurs, si j'étais capable, avec ce que je savais, d'entraîner un club où il n'y avait pas les meilleurs, loin de là. Bon, on a eu 25 titres de champion de France. Donc, j'appliquais exactement ce que je faisais, etc. Puis un jour, j'ai arrêté, puis le 8 a perdu, c'était le bordel dans le 8, il y avait 6 champions du monde, 6 internationaux dans le 8, ils trouvaient le moyen de se prendre une branlée par une équipe de club. Alors, le patron, mon président me dit, Henri, tu veux pas essayer de... Ouais, je vais voir, je dis, écoutez les gars, moi, je peux rien pour vous. Vous voulez gagner ou vous voulez pas gagner? Vous voulez être champion? Si vous voulez être champion, vous allez être champion. Vous en savez 10 fois mieux que tout le monde, il faut vous ramer ensemble. Vous savez comment on fait pour ramer ensemble? On rentre ensemble, on sort ensemble. Tac, allez, on fait une petite sortie, on se met ensemble. Tac, allez, comme vous voulez. 3 ou 4 exercices pour les mettre, pour sortir, hop. Et tout d'un coup, les gars ont senti que quand ils se mettaient ensemble, oui, qu'ils oubliaient leur truc, hop, le bateau, j'avais terminé ma préparation de championnat, quoi, après. Ils ont fait leur truc. Donc, il y a des moments où on apprend aux gens
Les gens attendent de vous des solutions. Je vais vous dire comment vous allez faire comme ceci, comme cela, mais à un moment donné, il faut s'arrêter et leur dire, les gars, je vous rappelle que vous le savez faire. Je ne suis pas là pour vous dire comment vous allez faire. Je suis là pour vous rappeler que vous savez faire, que vous avez appris à le faire, que vous l'avez déjà fait. Alors si vous ne faites pas l'effort de faire ce que vous savez faire, on s'en sortira jamais. On essaie. Et hop, leur redonner le pouvoir, quoi, leur redonner c'est l'éducation populaire du citoyen. On se sépare apparemment de son pouvoir. On leur donne les clés du camion. Tu vois, prêt à le reprendre si jamais il y a des merdes, mais il faut oser donner les clés du camion. Tu vois ? Et après, et une fois que les clés du camion sont données et que ça marche, il ne faut pas essayer de vouloir tirer la couverture à soi. Moi, j'ai jamais été au ponton d'un bateau qui gagnait, ou qui avait une médaille, ou qui se qualifiait. Jamais. Jamais. Pendant que des bateaux qui se qualifient, que ce soit au championnat de France ou au championnat du monde, au championnat d'Europe. Par contre, là, il y avait du monde, hein, il y avait le président, le machin. Par contre, chaque fois qu'un bateau perdait ou faisait une contre-perf, moi j'étais là. C'est-à-dire que j'étais là pour être avec eux en leur disant je prends ma part, on est dans la merde, hein, on est dans la panade, moi je suis dans la panade comme vous. Ça c'est des trucs... on ne peut pas dire qui tient à l'humain, qui tient à la communication, au feeling que l'on peut faire passer entre des gens qui ont envie de faire quelque chose ensemble. S'ils ne veulent pas le faire, tu sais, si les mecs, pourquoi Mbappé il gagne, pourquoi Mbappé il marque plus beaucoup? Pourquoi? C'est les autres qui veulent plus jouer avec lui. Et ils lui donnent pas les ballons. Parce que pour qu'il court, etc., il faut les lui donner, les ballons, pour faire courir le cabri, là. Hein? Mais comme lui, il fait pas d'efforts, il défend pas, il veut pas défendre, etc., parce que quand le gardien, quand on dégage, hein, si jamais tu défends pas, si l'ailier ou l'avanceur n'est pas le premier défenseur pour ralentir le ballon, pour pas qu'il aille vide, parce que le ballon, s'il part vide, ça fait une vague de 30 mètres de haut à l'arrivée, et les défenseurs, ils ne peuvent pas. Donc il faut ralentir. Si dit, moi je défends pas, l'autre il défend pas, Messi il défend pas, l'autre il défend pas, et puis on se dit, oh pétard de sort, oh ils ont pas de défense cette année, oh là là ils ont pas de défense, leur défense c'est plein jour, je t'en fous. Les ballons ils arrivent à fond la caisse et ils peuvent rien faire. Donc les gens ils veulent plus jouer avec lui, ils veulent plus, le type il touche 2000 € par mois et l'autre il touche 200 000 € par mois. Donc il y a quelque chose dans la paire, comme disait Patrick Mignon, toute performance en sport est une performance sociale. Toute performance est une performance sociale, y compris dans les sports individuels. Le judo, c'est un sport individuel. Pourquoi il marche bien? Ils ont créé une dynamique formidable. L'athlétisme, il y a des très bons en athlétisme. Il n'y a pas de dynamique générale. Les mecs, ils ne se connaissent pas, ils se tirent, ils s'entretuent. Les entraîneurs s'entretuent, les athlètes s'entretuent, ils se piquent, ils font des groupes d'entraînement, chacun son groupe d'entraînement. Eh bien, merci beaucoup Henri pour ce témoignage passionnant, et puis j'en profite aussi pour te dire merci pour ce que tu as apporté au sport. Je pense que tu as vécu aussi une belle période, hein, tu le disais, où il y avait beaucoup de choses à découvrir encore. Donc merci de nous avoir raconté tout ça. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer, et toujours à votre disposition, et à bientôt. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.